Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Elliot Deval. Il est un peu moins de 17h05. Vous êtes en direct sur Europe 1 pour On marche sur la tête. Et c'est bien de sourire un peu parce que malheureusement, l'actualité est lourde. On parle évidemment du drame nantais 24 heures après l'attaque au couteau. Et ce lycéen, cet assaillant lycéen qui a tué une de ses camarades et fait 3 autres blessés. Si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. On est toujours avec Fabien Lecoeuvre, Valérie Benaïm, Olivier D'Artigol, Gauthier Lebret. On est également avec Loïc Travers, délégué à Alliance Police Nationale. Je vais vous proposer d'écouter le son politique qui est dans la continuité de ce drame. C'est la déclaration de Bruno Retailleau hier après-midi qui nous a dit, le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas un fait divers, mais un fait de société. On l'écoute. Je pense que ce n'est pas un fait divers, ce drame, cette tragédie. C'est un fait de société. C'est un fait de société. Nous sommes dans une société qui a encouragé le laxisme, qui a voulu déconstruire les interdits, l'autorité, l'ordre, les hiérarchies, et qui a accouché finalement de toute cette violence. Avec des jeunes, pour l'instant on ne connaît pas le profil, c'est les enquêteurs sous l'autorité judiciaire qui devra appréhender notamment le profil psychologique. Mais cette violence, il faut la dénoncer. Et au-delà des mesures qui peuvent être prises, et qui le seront d'ailleurs, mais je pense qu'il y a aussi une société à reconstruire, des repères à rebâtir, des hiérarchies à refaire, une autorité à restaurer. Et quelques instants après cette déclaration de Bruno Retailleau, vous avez Johanna Rolland qui expliquait ne pas vouloir faire de politique, Gauthier Lebret. Oui. Et c'est un tournant évidemment très important puisque vous avez le ministre de l'Intérieur qui se rend sur place, qui dit ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Et de l'autre côté, vous avez une maire qui refuse de parler de choses très concrètes qui restent sur le terrain de l'émotion en disant c'est le temps du deuil, on ne fait pas de politique. Elle dit je ne fais pas de politique. La maire de Nantes, Johanna Rolland, sa déclaration était politique du premier au dernier mot. Elle ouvre la polémique, elle décide d'ouvrir la polémique avec Bruno Retailleau en disant moi je suis dans l'émotion alors que Bruno Retailleau est dans la récupération, c'est ce qu'elle cherche à dire. Alors que le ministre de l'Intérieur essaye de dire il y a des raisons qui ont poussé à ce drame et à la violence plus globale chez les mineurs, cette société de déconstruction, de laxisme, il n'a pas prononcé ce mot-là mais il a prononcé donc le terme de déconstruction de la hiérarchie, de l'ordre, de l'autorité, et il essaye de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise pas, de réarmer cette société, de redonner un cadre. Mais avant la pause, vous avez dit, Elliot, on pense évidemment à la famille de la jeune victime. Et évidemment qu'on y pense. Et moi, je pense à tous les parents de France. Parce que le plus important dans cette affaire, c'est que tout le monde va en garder quelque chose. Parce que chaque parent, maintenant, ne va pas être serein en envoyant son enfant à l'école, en se disant, il y a plus... François Bayrou parlait d'école sanctuaire. Elle ne l'est plus. Donc il n'y a plus un sanctuaire, plus un endroit qui est préservé de cette violence, de cette barbarie, de cette insécurité. Et donc c'est là aussi le drame, c'est-à-dire que on peut plus envoyer son enfant sereinement. On avait quand même des parents, ils envoient leur fille à l'école le matin. Ils la récupèrent pas le soir. Pour eux, c'est une évidence que le soir, elle est autour de la table pour le dîner. Et ben non, elle sera pas là. Et c'est pour ça aussi qu'on a décidé cet après-midi sur Europe 1 en direct d'On marche sur la tête, de reparler évidemment de ce drame tout en prenant de la hauteur, de revenir sur ce climat d'insécurité en France, et évidemment de vous donner la parole. C'est vous qui donnez le ton et le tempo de l'émission. 01 80 20 39 21 avec cette question qui est au cœur de notre émission: que faire face à cette insécurité grandissante, face à cet ensauvagement de la société? Dans un instant, on sera avec Olga, mais Olivier D'Artigol... Est-ce que je peux faire un peu de politique concernant Bruno Retailleau? Ah bah bien sûr, évidemment. Dans le sens où en effet, on peut dire que c'est un fait de société puisque ce n'est pas le premier cas d'un adolescent avec un couteau, que cette question-là s'est installée dangereusement dans la société française. Ça n'est pas un fait de société parce que l'école, on en a souvent parlé ici, n'est plus... c'est un fait de société puisque l'école n'est plus un sanctuaire. Ça, je suis d'accord. Mais voyons aussi que Bruno Retailleau est dans une séquence politique, bien sûr, en lien à l'élection à la tête de LR, sous les feux des critiques de Laurent Wauquiez, qui évoque dernièrement, et il va certainement réagir encore une fois, sur l'insécurité qui progresse de manière très forte dans notre société.
le sous-texte, c'est de dire que Bruno Retailleau est à Beauvau depuis septembre, gouvernement Barnier, et que cela n'a en rien amélioré la situation sécuritaire. Donc, il se joue aussi ce calendrier politique. Le rassemblement des élèves en hommage à leurs camarades décédés vient de prendre fin. C'était à 17h. Je suis en train de lire les déclarations de nos confrères de Ouest France. Merci pour ce moment très fort. La cérémonie touche à sa fin. Les élèves et les familles vont bientôt sortir par petits groupes. On entendra certains témoignages dans un instant. C'est vrai qu'il y a une séquence politique, mais je crois qu'on est au-delà de cette séquence politique. Vous savez pourquoi, Olivier ? Parce qu'en fait, depuis qu'il a mis un pied place Beauvau, qu'on lui apporte les premières fiches en expliquant que la situation sécuritaire en France est très complexe, et c'est un euphémisme que de dire très complexe, c'est le premier à alerter sur cet ensauvagement de la société. Et Gérald Darmanin, rappelez-vous, quand il avait parlé d'ensauvagement de la société, il y avait tout le gouvernement qui l'avait repris en disant c'est faire le jeu de l'extrême droite que de parler comme ça. Tous les ministres de l'Intérieur, après leur exercice à Beauvau, disent qu'ils ont eu la même expérience. C'est un effroi quotidien, puisque sur le bureau de Beauvau, toutes les heures, et notamment le matin très tôt, pour ce qui s'est passé la nuit, vous avez un relevé de situation sur l'ensemble de l'insécurité dans le pays. Donc le ministre de l'Intérieur est au fait quasiment toutes les demi-journées de ce thermomètre-là. On parlera de l'hypothèse d'installer des portiques dans les écoles évoquée par François Bayrou, qui fait déjà polémique. Mais avant cela, je voudrais qu'on donne la parole aux auditeurs d'Europe 1, et on est avec Olga. Chère Olga, merci d'être avec nous. Vous êtes mère de famille, et je disais en début d'émission, c'est aux parents d'élèves de prendre la parole, c'est aux professeurs de prendre la parole, c'est aux victimes de cette violence débridée de prendre la parole. Quel regard vous portez sur ce qu'il s'est passé, chère Olga ? Est-ce que pour vous, c'est un fait divers? On ne peut pas faire grand-chose quand un homme ou un adolescent se lance dans un périple meurtrier, ou alors on est dans un fait de société? Alors, tout d'abord, je voulais vous souhaiter tous bonjour. Bonjour Elliot, et bonjour à toute l'équipe. Bonjour Olga. Bonjour. Non, c'est pas du tout un fait divers, c'est vraiment un fait de société. Voilà, on est de plus en plus dans l'insécurité. Moi qui suis maman d'un enfant de 13 ans, qui a subi du harcèlement à l'école, des choses assez violentes aussi, et qui je continue à entendre autour de moi tout un tas de mères de famille qui sont très inquiètes aussi, et mon fils a été témoin, de violence de certains de ses camarades. Voilà. Je peux vous dire que c'est très inquiétant, et qu'aujourd'hui, en tant que parent, on est complètement démunis, et que je ne comprends absolument pas. Voilà, moi, mon fils a eu des difficultés après le confinement. Il a subi. En fait, je ne comprends pas le fait que un enfant. Non, mais la question qu'on se pose, Olga, aujourd'hui, et c'est ce que disait très bien Gauthier il y a quelques instants, c'est que désormais, vous avez des parents qui, normalement, quand ils emmènent leurs enfants à l'école, ils sont sereins, heureux, et aujourd'hui, ils ont la boule au ventre. Est-ce que vous l'avez, cette boule au ventre? Est-ce que vous vous dites, mais que va-t-il se passer? J'ai plus cette boule au ventre depuis, je vais vous dire un truc, j'ai plus cette boule au ventre depuis que j'ai retiré mon enfant de l'école publique. Ce qui est assez grave, puisque et en même temps, ce qui s'est passé à Nantes, c'était dans une école. Non, mais attendez, ce qui s'est passé à Nantes, c'était dans une école privée, chère Olga. Hein. Oui, absolument. Et moi, aujourd'hui, mon fils est dans une école privée. Oui. Donc, dans une école privée un petit peu privilégiée, dans un quartier très privilégié de Paris. Donc, je paye le prix qu'il faut. Mais moi, il faut savoir que j'ai eu la boule au ventre, et je tiens à le dire, dans l'école publique. Parce que mon fils a été victime d'antisémitisme, de violences, de coups, de brimades, et c'était extrêmement difficile, en fait. Et surtout qu'en plus, quand on a un enfant un peu différent, c'est encore pire. Donc, écoutez, c'est important d'avoir votre témoignage cet après-midi, parce que souvent, justement, et je disais, la France silencieuse, ces témoignages-là, ces alertes-là, sont souvent mises sous le tapis. On préfère ne pas voir ce qui est en train de se passer, parce que les solutions, elles sont difficiles à trouver, ou du moins, elles peuvent créer d'énormes clivages. Vous souhaitiez réagir, Oui, non, Valérie? j'écoutais notre auditrice avec beaucoup d'intérêt, et évidemment, j'entends le témoignage et la souffrance de ce qu'a pu vivre son enfant, mais je crois malheureusement que si l'école publique est particulièrement
en première ligne, l'école privée n'est pas exempte, elle aussi, et on vient de le voir là. Parce que par ailleurs, il y a à la fois des attaques qui peuvent venir de l'extérieur, mais là, en l'occurrence, c'était un élève de l'école. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, malheureusement, je crois que toutes les écoles et à privées 18h, c'est pour ça qu'on fait attention. À 18h, Valérie, il y aura la conférence du procureur de la République qui nous permettra de voir un peu plus clair sur le profil du suspect. Mais moi, je veux qu'on revienne aussi sur la politique et l'hypothèse d'installer des portiques dans les écoles qui fait déjà polémique. J'ai entendu Manon Aubry dire que c'est une course à l'échalote sécuritaire. Ça coûte 100 000 € par établissement scolaire, dit-elle. Il y a 12 000 établissements scolaires dans notre pays, donc vous faites rapidement le calcul. Sans compter, poursuit-elle, qu'en termes d'efficacité, on va demander aux enfants de venir 1 heure plus tôt à l'école pour pouvoir faire la queue. Donc il va y avoir des attroupements devant les établissements. Écoutez, Manon Aubry, elle a peut-être raison. Manon Aubry, ça la dérange pas quand une éolienne offshore, elle coûte 300 millions d'euros et que ça sert à rien. Voilà, pardonnez-moi, un portique ça dérange, une éolienne offshore, ça pose pas de problème. Non, mais là où elle a raison, c'est qu'effectivement, d'abord, les élèves, ils n'arrivent pas de façon perlée, ils n'arrivent pas les uns après les autres toutes les 10 minutes. Ils arrivent en masse au même moment parce que l'école démarre au même moment. Donc on va se retrouver comme si on était à l'aéroport. Et par ailleurs, je vous rappelle qu'aux États-Unis, où quasiment toutes les écoles ont des portiques, c'est un des pays au monde où il y a le plus de mass murderers dans les lycées et dans les établissements scolaires. Donc, c'est pas la panacée. Alors, peut-être que c'est... On cherche partout. Peut-être que c'est une des solutions, mais je ne crois pas à cette solution-là. C'est-à-dire que la question sécuritaire, c'est toujours intéressant. L'excuse de minorité, vous pensez que vous avez des élus aujourd'hui ou des maires de gauche qui se mobilisent pour ne pas lever l'excuse de minorité et qui en même temps demandent à ce que... C'est un autre sujet. Mais non, c'est intimement lié, puisque à ce que les adolescents de 16 ans puissent voter au municipal. Ils ont signé une tribune il y a 7 jours. Non, mais sur un exemple hyper précis sur les portiques de sécurité, c'est autre chose que l'excuse de minorité. Il y a eu un débat d'ailleurs récemment à l'Assemblée nationale sous l'impulsion de Gabriel Attal sur ce sujet précis pour en faire l'exception. Vous vous souvenez de l'attaque du Thalys, donc le train qui relie notamment la France et la Belgique. Oui. Bon. On a placé des portiques de sécurité Gare du Nord. Ça a duré un an, 1 an et demi. Puis c'était un tel, passez-moi l'expression, bordel, qu'on a supprimé les portiques de sécurité. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, moi, je veux bien, mais il faut être au-delà de l'effet d'annonce. C'est-à-dire que si on décide d'installer des portiques de sécurité, il faut se donner les moyens de le faire. Et il ne faut pas que ça disparaisse au bout de 2 jours. Ça va être intéressant d'avoir le regard du policier que vous êtes, Loïc Travers, délégué Alliance Police Nationale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que portique, ce qui dérange certains, c'est la sécurité, c'est le tout sécuritaire. Si on doit mettre 3, 4, 10, 20 milliards en plus pour régler la priorité des Français, qui est la question de la sécurité, faisons-le. Loïc Travers. En réalité, je pense qu'il n'y a pas une seule bonne solution. Il faut éviter les déclarations politiques intempestives, parler de cellules de crise a posteriori, tout ça, ça sert à rien. Le problème de la police, aujourd'hui, c'est que souvent, elle est confrontée à un plan de sécurité qui ne dure pas. C'est-à-dire, on fait, on défait, on fait, on défait. Et là, il faut un plan de sécurité scolaire national et qu'on s'y tienne. Et pour moi, ça passe par 3 étapes. Il y a farcement la présence physique, donc de la police nationale, de la municipale, des gendarmes, des sociétés privées, etc. Voilà, c'est ce qu'on peut faire en termes de prévention ou quand il y a quelque chose qui se passe mal. C'est intéressant, vous avez parlé de sociétés privées. Oui. Mais ça peut poser problème. Ça peut poser problème, mais dans le cadre du continuum de sécurité, ça ne nous en pose pas forcément, où chacun, effectivement... Ça, pour les PV, la société privée, ça dérange personne. Mais pour la sécurité devant les écoles, là, c'est autre chose. Ça va être un débat. Est-ce qu'ils auront le droit également, par exemple, d'ouvrir les sacs des élèves et de fouiller ? Alors ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, il est clair que ce que vous dites fera sensation. Ensuite, il y a des moyens alternatifs. Très bien, le portique de sécurité est une possibilité. La vidéoprotection en est une autre. Les restrictions d'accès de certains lycées en sont une autre. Moi, je peux vous donner des exemples de lycées où il y a 4 à 5 accès différents qui ne sont absolument pas contrôlés, par exemple. Et puis, vous avez surtout, au même titre qu'on peut avoir dans certains pays des réflexes quand il y a un séisme, ou que l'on fait des exercices aujourd'hui justement pour se protéger d'une entrée intempestive dans une école, pour se protéger d'un terroriste, il faut qu'il y ait un système d'alerte avec des communications internes à l'école. Mais là, on est sur plusieurs mesures. Certains vous diraient certains pourraient vous dire, mais ce sont des mesurettes. La clé, l'essentiel, c'est que on vit dans une société où le délinquant n'a pas peur ni de la sanction, ni de ce qu'il va commettre. 01 80 20 39 21. Vous êtes en direct
direct sur Europe 1 pour On marche sur la tête. On est ensemble encore pendant une quarantaine de minutes. Vous êtes très nombreux au standard. Nicole est avec nous, qui est toulousaine, qui a été enseignante. Chère Nicole, là on parle portique sécurité, on parle sécurité privée. Est-ce que le problème c'est pas plus, pardonnez-moi, la société en elle-même, ces jeunes qui ne supportent plus l'autorité? Mais oui, c'est tout à fait ça. C'est pour ça que je me suis permis d'appeler. Bonjour d'abord à toute l'équipe. Bonjour Nicole. Bonjour. Donc j'ai 75 ans, j'ai enseigné pendant 38 ans et j'ai vu l'évolution. Et je suis très étonnée, je suis d'ailleurs déçue que le psychologue ne soit plus là, qu'on ne parle plus de gérer les frustrations des enfants. Oui. Un enfant va au bout tant qu'on ne lui met pas de limite. Bon, et moi j'ai vécu ça pendant peut-être 17 ans. J'ai pu, à un moment donné, un élève qui poussait à bout, soit avec un autre élève, soit contre moi, soit contre du matériel. J'ai dû réagir fermement. Et je vous assure, là, je ne vous mens pas, chaque fois que j'ai eu une altercation un peu violente, mais quand je dis violente, c'est coincer un élève, quoi, pas le frapper. J'ai toujours eu, après, avec cet élève, la meilleure relation possible. Donc moi, je pense qu'un enfant a besoin qu'on lui pose des limites. Et c'est ce qui se passe dans notre société. Et ça rejoint, Nicole, la déclaration de Bruno Retailleau qui dit on a perdu tous les cadres. Valérie Benaïm veut vous poser une question. Valérie. Oui, Nicole, je voulais vous demander, parce que vous avez été au premier rang, est-ce que vous avez vu aussi, parce qu'on parle de l'évolution des enfants, mais les enfants, ils viennent avec leurs parents. Est-ce que vous avez vu l'évolution des parents? Parce que il fut un temps où lorsqu'il y avait une punition à l'école, où il y avait une réprimande, le deuxième volet arrivait à la maison. Or maintenant, parfois, les parents se retournent contre l'enseignant. Tout à fait. Je peux vous dire que moi, j'ai pris ma retraite avec plaisir et avec soulagement. C'est parce que je ne pouvais plus supporter les réactions des parents. Les parents et une administration qui, des fois, les écoutait beaucoup. Je vous dis, pendant 17 ans, j'étais dans un milieu difficile. Mais j'avais une administration qui me soutenait. Et chaque fois que j'ai eu un problème, ça s'est réglé très facilement. Et je vous assure, les enfants sont reçus reconnaissants. Et Nicole, votre témoignage fait beaucoup réagir dans le studio d'Europe 1. Gauthier Lebret, que voulez-vous dire? La même chose avec Olivier. Parce qu'idéologiquement, vous êtes très proche. Oui, très proche. Ça peut nous arriver. Une fibre. De grands pas vers moi. Moi, je propose aux auditeurs de réécouter en podcast les émissions de septembre et de voir qui a le plus changé. À 17h20. Depuis qu'on a réglé ces questions de recollement d'oreilles, à 17h20, Nicole, sachez-le, Gauthier Lebret est très proche de Olivier d'Artigol. Et puis à 21h sur CNews, il a aussi cette proximité avec Olivier d'Artigol. Vous avez au-delà de votre humour légendaire, Elliot, qui fait votre réputation. Bien sûr. Ce qu'on voulait dire avec Olivier, c'est sur le rôle des parents, le rôle néfaste des parents envers les enseignants. Les boucles WhatsApp, moi pour avoir eu le témoignage de ma femme, vous vous rappeliez hier qu'elle est prof. Les boucles WhatsApp où on se lie contre l'enseignant pour une note qu'on comprend pas, une réflexion d'autorité, parce que les parents refusent l'autorité de l'enseignant sur leur enfant. Et donc ça fait des petites ligues anti-prof sur les boucles WhatsApp, et après on va demander des comptes ligues anti-prof. C'est incroyable. Oui, on va demander des comptes aux professeurs. Et les professeurs, quand ils appellent les parents maintenant, ils sont obligés, là aussi c'est du témoignage, ils sont obligés d'appeler en numéro masqué. Parce que si vous appelez et que vous donnez votre numéro aux parents, vous pouvez être sûr que vous allez être harcelé pour telle ou telle chose. Mon fils n'a pas eu la collation. Moi, si je suis professeur et que vous êtes mon collègue, je donne le vôtre de numéro, Gauthier. Oui, bien sûr. Voilà, pour pas avoir de problème. Le vôtre, c'est le 0612. Nicole, un dernier mot avec vous, Nicole. J'ai été convoquée dans la direction parce que j'avais mis un mot en rouge sur le cahier d'un élève et qu'on m'a dit que le rouge, c'était offensant. Oh là là. Vous voyez le genre de truc qu'on m'a mis. Ou alors, attention à ce que vous dites, attention. Mais je vous dis, c'est les parents, et j'ai vécu la moitié de ma carrière avec une administration qui me suivait, qui me soutenait. Tout se passait bien. Quand j'ai changé d'établissement,
Il a fallu que je change mon comportement. Eh bien, écoutez, Nicole, merci pour ce témoignage. C'est important de vous entendre cet après-midi au 01 80 20 39 21. Réagir à cette actualité, disons-le, depuis 24 heures. C'est vrai que la France est sidérée une nouvelle fois après cette attaque au couteau dans un collège-lycée privé de Nantes où un hommage a été rendu cet après-midi. Et à 18h, le procureur va accorder une conférence de presse où on connaîtra un peu plus le profil et les premières peut-être déclarations de l'assaillant. On est avec Renaud. Cher Renaud, très rapidement, vous souhaitez parler de ces jeux vidéo qui, selon vous, ont des conséquences dramatiques pour les enfants, mais Gauthier, en début d'émission, vous ne nous avez pas écouté, cher Renaud, parce que Gauthier a donné le contre-argument fatal. Au Japon, on joue beaucoup et il n'y a pas véritablement cette délinquance. Réponse Renaud, rapidement s'il vous plaît. Oui, déjà bonjour Gauthier, parce que j'apprécie énormément. Moi aussi Renaud, je l'apprécie énormément, je connais tous vos titres. Je sors du travail, effectivement. J'ai pris votre émission en cours. On parle rarement de ces jeux vidéo. Alors effectivement, j'ai beaucoup de discussions avec mes propres enfants au sujet de GTA et compagnie. Tout ce que je sais, c'est que je suis éducateur et que on récupère des jeunes enfants qui, par manque d'éducation, par abandon, se retrouvent devant ces jeux et la seule éducation qu'ils ont, c'est ces jeux. Oui, mais alors Renaud, en fait, je pense que la problématique, ce n'est pas tant qu'ils jouent aux jeux vidéo, c'est qu'ils ne lisent plus, c'est qu'ils n'ont plus cette possibilité d'échanger, qu'ils ont une perte parfois de vocabulaire, et quand vous n'avez plus les mots, vous avez les points. Et c'est ça la grande difficulté. Malheureusement, on doit avoir une courte pause, mais je voulais vraiment vous entendre, cher Renaud, et vous saluer, parce que c'est un angle qu'on avait abordé en première partie, mais c'est toujours important de faire un petit rappel. Rappel au numéro également, au standard 01 80 20 39 21. Et puis dans quelques instants, c'est la chronique. La chronique que vous attendez tous. Fabien Lecoeur. À tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Elliott Deval sur Europe